Le restaurant, le pavillon, était le genre d'endroit qui exigeait des réservations des mois à l'avance et imposait un code vestimentaire strict. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées du sol au plafond, illuminant des tables de clients bien habillés dégustant des salades hors de prix et des cocktails signature. Le déjeuner pour le 60e anniversaire de ma mère occupait la grande table d'angle, parfaitement positionnée pour être vue par tout le restaurant. 30 membres de la famille s'y pressaient, tantes, oncles, cousins, les amis les plus proches de mes parents, tous là pour célébrer les 6 décennies de Catherine Dupont avec des toasts au champagne et des conversations soigneusement orchestrées. J'étais assise au bout de la table, vêtue d'un simple chemisier blanc et d'un pantalon bleu marine, sirotant de l'eau gazeuse pendant que les autres buvaient des kirs royaux. Ma sœur aînée, Sophie, tenait court au centre, assise à côté de maman dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son mari, Arnaud, était à ses côtés, l'air important dans son costume d'avocat. Mon jeune frère Maxime était assis en face de moi avec sa femme enceinte, Chloé. Tous deux rayonnaient dans l'attente de leur premier enfant. Papa présidait la table depuis sa place à côté de maman, observant sa famille avec la satisfaction d'un homme qui a réussi sa vie. Et puis il y avait moi, Camille Dupont, la fille célibataire, la femme de carrière, la déception familiale qui avait donné la priorité au travail sur le mariage et la maternité. Camille a l'air fatiguée, observa tante Dominique 3 sièges plus loin, sa voix portant facilement à travers la table. Tu dors assez, ma chérie? Tu as l'air un peu usée. Je vais bien, dis-je, juste occupée par le travail. Toujours le travail avec toi, soupira-t-elle. Pas de temps pour autre chose. Camille est mariée à sa carrière, dit Sophie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. N'est-ce pas, Cam? Ton travail, c'est toute ta vie. J'aime mon travail, répondis-je simplement. Tu l'aimes un peu trop si tu veux mon avis, dit papa en coupant son entrecôte. Une carrière c'est important, mais ça ne devrait pas être tout. Regarde Sophie. Elle est avocate associée, et elle a quand même trouvé le temps de se marier, d'avoir des enfants, de construire une famille. Sophie opina du chef. C'est une question d'équilibre, papa. De prendre du temps pour ce qui compte vraiment. Contrairement à Camille, ajouta Maxime utilement, qui travaille 70 heures par semaine et rentre dans un appartement vide. Il n'est pas vide, dis-je. J'ai un chat. La table éclata de rire. Même maman, bien qu'elle essayât de le cacher derrière sa serviette. Un chat, répéta oncle Gérard. Eh bien, au moins tu as quelque chose. Quoiqu'un chat ne remplace pas exactement un mari et des enfants, dit tante Béatrice. Sans vouloir te vexer, Camille, mais tu as 34 ans. L'horloge tourne. L'horloge biologique, clarifia Sophie comme si je risquais de ne pas comprendre. Tu sais, si tu veux des enfants, tu devrais vraiment t'y mettre bientôt. Après 35 ans, la fertilité chute considérablement. Et tu ne fréquentes même personne, n'est-ce pas? Pas que j'ai mentionné, dis-je. Pas que quiconque ait vu, corrigea Arnaud. Sophie me dit que tu n'as pas amené de cavalier à un événement familial depuis plus de 3 ans. C'est inquiétant. Ah bon? Demandai-je doucement. Ça suggère que tu ne priorises pas les relations, dit-il sur le ton condescendant qu'il utilisait probablement avec ses jeunes collaborateurs. Tu es tellement concentré sur ta carrière que tu as oublié de te construire une vie personnelle. J'ai une vie personnelle, dis-je. Vraiment? Sophie se pencha en avant, son expression étant un mélange parfait d'inquiétude et de jugement. C'était quand ta dernière sortie? Un vrai rendez-vous, pas un dîner d'affaires. Ça fait un moment, admis-je. Vous voyez, elle se tourna vers la table. Ma sœur a 34 ans, elle est belle et a du succès, et elle est complètement seule. Ça me brise le cœur. Il n'est pas trop tard, dit maman rapidement, tendant la main pour tapoter la mienne. Camille, il est encore temps. Tu pourrais rencontrer quelqu'un. T'installer. Avoir une famille. Tu as juste besoin d'en faire une priorité. Comme moi j'en ai fait une priorité, dit Sophie. J'avais 31 ans quand j'ai épousé Arnaud. Nous avons eu notre premier bébé à 33 ans. Maintenant nous avons 2 beaux enfants et un 3e en route. Elle toucha son ventre encore plat.
L'annonce se propagea autour de la table avec des exclamations et des félicitations. Évidemment, Sophie était encore enceinte. Évidemment, elle avait choisi le déjeuner d'anniversaire de maman pour l'annoncer. Félicitations, dis-je. Et je le pensais vraiment. Les enfants de Sophie étaient adorables. Merci, dit-elle gracieusement. Nous sommes ravis. 3 enfants à 36 ans. Arnaud et moi construisons une vraie famille. L'accent sur « vrai » était subtil mais clair. Contrairement à certaines personnes, dit tante Dominique en me regardant avec pitié, qui mourront seules avec seulement leur réussite professionnelle à montrer. Dominique, dit maman faiblement. Mais elle ne la contredit pas vraiment. Je dis juste ce que tout le monde pense, poursuivit tante Dominique. Camille, tu es une fille charmante. Intelligente, accomplie. Mais à quoi bon une carrière réussie si tu n'as personne avec qui la partager? Pas de mari, pas d'enfant, pas de famille. J'ai une famille, dis-je. Je suis assise ici avec vous. Tu sais ce que je veux dire, dit-elle. Ta propre famille. Un mari qui t'aime, des enfants qui ont besoin de toi, un héritage au-delà des rapports trimestriels et des évaluations de performance. À 34 ans et toujours célibataire, la voix de Sophie monta, s'assurant que les tables voisines entendent. Camille, tu dois voir la réalité en face. Tu mourras seule sans famille. Juste une série d'accomplissements qui ne te tiendront pas chaud la nuit. La table devint silencieuse. Tout le monde attendait ma réponse. Quel gâchis, dit papa en secouant la tête. Tu avais tant de potentiel, Camille. Tu en as toujours. Mais tu l'as laissé filer, en te concentrant sur le travail au lieu de construire une vie. J'ai construit une vie, dis-je. Vraiment, demanda Maxime. Une vraie vie ou juste une carrière? Je regardai ma montre. 12h47, timing parfait. J'ai une vie très réelle, dis-je calmement. Vous ne la connaissez juste pas. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda Sophie sèchement. Ça veut dire que vous avez tous fait beaucoup de suppositions, dis-je. Sur ma vie, mes choix, mes priorités. Sans jamais vraiment me poser de questions. On demande, protesta maman. À chaque réunion de famille, on te demande comment tu vas. Tu dis toujours bien et tu changes de sujet. Parce que vous ne voulez pas vraiment entendre parler de ma vie, dis-je. Vous voulez entendre que je vois enfin quelqu'un, que je me range enfin, que je deviens enfin la version de moi qui correspond à votre récit. Ce n'est pas juste, dit Sophie. Ah non, demandai-je. C'était quand la dernière fois que quelqu'un à cette table a demandé des nouvelles de mon travail? Ce que je fais réellement? Ce que j'ai accompli? Silence. Vous savez, je suis médecin, poursuivis-je. Mais est-ce que l'un de vous sait de quel genre? Quelle est ma spécialité? Où je travaille? Tu es docteur, dit papa vaguement. Dans un hôpital quelque part. Je suis chef du service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Necker, dis-je. Je dirige un département de 47 médecins et infirmières. J'ai publié 23 articles revus par des pairs. J'ai développé une nouvelle technique chirurgicale pour corriger les malformations cardiaques congénitales qui est maintenant utilisée dans les hôpitaux du monde entier. L'année dernière, j'ai reçu le prix de l'innovation du Collège français des chirurgiens. La table me fixait. Mais aucun de vous ne le sait, dis-je. Parce que vous n'avez jamais demandé. Vous êtes trop occupé à me plaindre d'être célibataire. Mais tu es célibataire, dit tante Béatrice faiblement. Le suis-je, demandai-je. Les yeux de Sophie se plissèrent. Es-tu en train de dire que tu n'es pas célibataire? Je regardai ma montre à nouveau. Eh bien, je dis que vous devriez arrêter de faire des suppositions, dis-je. Les portes du restaurant s'ouvrirent. J'avais chronométré cela parfaitement. Nicolas m'avait envoyé un texto il y a 5 minutes pour dire qu'il se garait. J'avais calculé exactement le temps qu'il faudrait pour sortir les enfants de la voiture, traverser le hall et arriver à l'entrée. Mon mari entra le premier. Le docteur Nicolas Chen était impossible à manquer. Un M88, impeccablement vêtu d'un pantalon de costume et d'une chemise boutonnée, portant notre fille de 5 ans, Emma, sur sa hanche tout en tenant la main de notre fils, Léo.
Il avait cette confiance naturelle qui venait du fait d'être l'un des meilleurs neurochirurgiens du pays, combinée à la chaleur d'un homme totalement à l'aise dans sa paternité. Derrière lui, notre nounou, Maria, portait notre fille de 6 mois, Louise, dans un porte-bébé. Tout le restaurant sembla se figer. Plusieurs clients reconnurent Nicolas. Son visage avait fait la couverture d'une revue médicale le mois dernier pour son travail révolutionnaire en neurochirurgie pédiatrique. Il m'aperçut et sourit, ce sourire brillant dont j'étais tombée amoureuse il y a 7 ans. Il commença à marcher vers notre table. 3 enfants et une nounou à sa suite. Je me levai, observant les visages de ma famille. Maman avait pâli. La fourchette de papa s'était figée à mi-chemin de sa bouche. Sophie avait l'air d'avoir reçu une gifle. La bouche de Maxime était littéralement grande ouverte. Maman, cria Emma en se tendant vers moi alors qu'ils approchaient. Nicolas la posa et elle courut les derniers mètres, s'écrasant contre mes jambes avec l'enthousiasme que seul un enfant de 5 ans pouvait rassembler. Salut, mon bébé, dis-je en la soulevant et en l'embrassant sur la joue. Tu t'es amusé à l'aquarium? On a vu des loutres, annonça TL. Et papa nous a acheté de la glace même si c'est pas l'heure du dessert. Nicolas nous rejoignit, se penchant pour m'embrasser. Un vrai baiser, le genre qui ne laissait aucun doute sur le fait que nous étions mariés. Joyeux anniversaire à ta mère, dit-il. Désolé pour le retard. L'exposition des loutres était plus populaire que prévu. Léo s'écrasa contre mon autre côté, enroulant ses bras autour de ma taille. Maman, on peut avoir une loutre? S'il te plaît? On en discutera, dis-je en riant. Maria arriva avec bébé Louise, qui faisait les bruits d'agitation affamée que je reconnaissais immédiatement. Elle va devoir téter bientôt, dit doucement Maria. Dans quelques minutes, dis-je en prenant Louise du porte-bébé et en l'installant contre mon épaule. Elle se calma immédiatement, contente d'être tenue. Je me retournai vers ma famille. 30 personnes me fixaient dans un silence complet. Les tables voisines nous regardaient aussi, clairement diverties par le drame qui se déroulait. Tout le monde, dis-je calmement, j'aimerais vous présenter mon mari, le docteur Nicolas Chen. Nicolas, voici ma famille. Nicolas tendit la main à mon père qui la prit machinalement, encore trop choqué pour parler. Monsieur Dupont, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Camille me parle souvent de vous. Son mari, balbutia papa. Depuis 7 ans, confirma Nicolas. Nous nous sommes rencontrés pendant notre internat. Mariés 6 mois plus tard. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Il me regarda en le disant, et l'amour dans ses yeux était si évident que plusieurs femmes aux tables voisines soupirèrent. Et voici nos enfants, continuai-je alors qu'Emma et Léo se pressaient contre mes flancs. Emma et Léo sont jumeaux, ils ont 5 ans. Et voici Louise, notre petite dernière, 6 mois. Des enfants, chuchota maman. Tu as des enfants? 3, confirmai-je. Bien qu'on pense à essayer pour un 4e. Nicolas veut 4 enfants au total. J'hésite encore. 4 enfants, ça sonne parfait, dit-il en passant un bras autour de ma taille et en embrassant ma tempe. Mais 3, c'est déjà pas mal. Tu es mariée, dit Sophie, et sa voix était devenue perçante. Tu as 3 enfants, et tu ne nous l'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous étiez trop occupé à me dire à quel point j'étais célibataire, comment j'allais mourir seule, comment je gâchais ma vie avec ma carrière. Tante Dominique luttait pour former des mots. Comment n'avons-nous pas su? Comment est-ce possible? Vous ne saviez pas parce que vous ne montriez aucun intérêt pour ma vraie vie, dis-je. À chaque réunion de famille, vous demandiez si je voyais quelqu'un. Je disais que j'étais occupée. Vous supposiez que ça voulait dire seul et célibataire. Vous n'avez jamais posé de questions de suivi. Jamais voulu de détails. Vous avez juste rempli les trous avec vos suppositions. Tu nous as menti, accusa Sophie. Je n'ai jamais menti, dis-je fermement. Je n'ai jamais dit que j'étais célibataire. Vous l'avez supposé. Quand vous demandiez si je sortais avec quelqu'un, je disais que j'étais occupée, ce qui est vrai. Entre la chirurgie, la recherche et l'éducation de 3 enfants avec mon mari, je suis très occupée.
Tu nous as délibérément induits en erreur, dit Arnaud. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire, corrigez-je. Il y a une différence. Nicolas sortit son portefeuille et montra une photo à mon père. C'est de notre mariage il y a 7 ans. Petite cérémonie, juste des amis proches et des collègues. Nous aurions invité la famille, mais Camille a dit que vous supposeriez tous qu'elle faisait une erreur en se mariant si jeune et essayeriez de la dissuader. Ce n'est pas, commença maman. Si, c'est le cas, l'interrompis-je. Vous avez passé toute ma vie d'adulte à me dire que j'étais trop concentrée sur ma carrière, trop ambitieuse, trop indépendante. Si je vous avais dit à 27 ans que j'épousais un neurochirurgien que je connaissais depuis 6 mois, vous auriez dit que je me précipitais, que je gâchais mon potentiel, que je faisais une erreur impulsive. Le silence coupable le confirma. Alors on s'est mariés à la sauvette, dit Nicolas joyeusement. Le meilleur mariage que j'aurais pu imaginer. Juste nous, 2 témoins et le maire. Puis nous sommes retournés travailler. Nous avions tous les 2 des opérations prévues le lendemain. Vous vous êtes mariés et êtes allés travailler le lendemain, demanda Maxime. Nous sommes tous les 2 chirurgiens, dis-je. Les patients se fichent de vos projets de lune de miel. Nous avons fait un vrai voyage 3 mois plus tard. 2 semaines en Italie. C'est d'ailleurs là que nous avons conçu les jumeaux. Trop d'informations, marmonna Sophie. Tu as posé des questions sur ma vie personnelle, dis-je doucement. Je partage. Léo tira sur ma manche. Maman, j'ai faim. On peut manger? Bien sûr, mon ange, dis-je. Je regardais le gérant du restaurant qui rôdait à proximité, ne sachant visiblement pas quoi faire des invités supplémentaires. Il nous faudra une table pour ma famille. 5 personnes, dont une chaise haute pour le bébé. Tout de suite, docteur Dupont, dit-il, me reconnaissant de mes nombreux repas ici avec des collègues médecins. Votre table habituelle? Parfait. Merci. Vous avez une table habituelle, dit papa faiblement. Nous mangeons souvent ici, expliqua Nicolas. C'est proche des 2 hôpitaux. Camille est à Necker et moi à la Pitié-Salpêtrière. Quand nous avons tous les 2 des opérations l'après-midi, on se retrouve ici pour déjeuner avec les enfants. Les 2 hôpitaux, répéta Maxime. Tu es médecin aussi? Neurochirurgien, dit Nicolas. Je dirige le service de neurochirurgie pédiatrique à la Pitié. Camille et moi nous consultons souvent sur des cas ensemble, des pathologies congénitales qui nécessitent à la fois une intervention cardiaque et neurochirurgicale. Vous êtes tous les 2 chefs de service, dit oncle Gérard lentement. Oui, confirma Nicolas. Bien que le service de Camille soit plus grand. Elle a 47 membres dans son équipe. Je n'en ai que 32. Seulement 32, le taquinai-je. Si petit. Il rit et m'embrassa encore. Emma fit la grimace. Burke, des bisous. Tu apprécieras les bisous quand tu seras plus grande, lui dis-je. Jamais, déclara-t-elle dramatiquement. Notre table était prête. Nicolas commença à conduire les enfants vers elle, mais il s'arrêta. Monsieur et Madame Dupont, nous serions honorés si vous vous joigniez à nous. Nous ne voulons pas interrompre votre célébration, mais les enfants aimeraient rencontrer leurs grands-parents correctement. Je veux dire, pas juste en photo. Des photos, demanda maman faiblement. Celles que Camille leur montre, dit-il. Elle a un album entier de photos de famille. Les enfants connaissent les visages et les noms de tout le monde. Emma et Léo peuvent nommer tous leurs cousins même s'ils ne les ont jamais rencontrés. On s'entraîne, dit Emma fièrement. Maman nous montre des photos et nous raconte des histoires sur tout le monde. Tu leur as parlé de nous, demanda Sophie. Bien sûr, dis-je. Vous êtes leur famille. Juste parce que vous ne les connaissez pas ne veut pas dire qu'ils ne vous connaissent pas. L'accusation flotta dans l'air. Nous aimerions nous joindre à vous, dit papa en se levant soudainement. Catherine. Maman se leva aussi, des larmes coulant sur son visage. J'ai manqué 7 ans. 7 ans du mariage de ma fille. La naissance de mes petits-enfants. Leur premier pas, premier mot, tout. Tu ne l'as pas manqué parce que c'était caché, dis-je doucement. Tu l'as manqué parce que tu n'as jamais demandé.
L'information était toujours disponible. Il fallait juste s'en soucier assez pour regarder. Je m'en soucie, dit-elle, la voix brisée. Alors viens déjeuner, dis-je. Rencontre tes petits-enfants. Apprends à connaître ton gendre. Apprends à connaître la vie que j'ai réellement construite au lieu de celle que tu as imaginée pour moi. Nous avons déménagé vers la plus grande table. Emma et Léo grimpèrent sur les chaises, excités de déjeuner au restaurant. Louise s'était endormie contre mon épaule, son petit poing fermé près de sa bouche. Nicolas commanda pour les enfants. Il connaissait parfaitement leurs préférences. Léo voulait des nuggets de poulet. Emma voulait des macaronis au fromage. Et nous partagerions des bouchées des deux avec eux tout en faisant semblant de ne pas les voir piquer de la nourriture dans l'assiette de l'autre. « Quel âge ont-ils » demanda tante Béatrice, essayant encore de traiter l'information. « Les jumeaux viennent d'avoir 5 ans le mois dernier, dis-je. Louise a 6 mois. Tu as eu un bébé il y a 6 mois, dit Sophie. Et tu es chef de chirurgie ? Comment est-ce possible ? Congé maternité, excellente garde d'enfants, et un partenaire solidaire, dis-je en souriant à Nicolas. Nicolas a pris un congé paternité aussi. On s'est relayé les 3 premiers mois. Puis Maria a commencé à nous aider pendant la journée pour que nous puissions tous les deux retourner travailler. Maria est merveilleuse, ajouta Nicolas. Ancienne infirmière pédiatrique. Les enfants l'adorent. Maria, assise tranquillement au bout de la table, sourit. Ce sont les meilleurs enfants avec lesquels j'ai travaillé. Leurs parents les élèvent magnifiquement. On essaie, dis-je. Même si honnêtement c'est le chaos la plupart du temps. 2 carrières chirurgicales exigeantes, 3 enfants, un chat qui pense diriger la maison, mais ça marche. Tu as un chat aussi, demanda Maxime. Monsieur Moustache, annonça Léo. Il est roux et gros et dort sur mon lit. Aussi techniquement le mien, dit Nicolas. Je l'ai apporté dans la relation. Camille prétendait ne pas aimer les chats. Maintenant elle le laisse dormir sur ses genoux pendant les conférences téléphoniques. Il est très confortable, me défendis-je. Sophie assimilait encore. Ton mari est le docteur Nicolas Chen. Le docteur Nicolas Chen qui a développé cette nouvelle technique de cartographie cérébrale. Tu connais mon travail, Nicolas sembla ravi. Arnaud le connaît, dit-elle en désignant son mari avocat. Il s'occupe d'affaires de responsabilité médicale. Ta technique a été mentionnée dans plusieurs procès comme la nouvelle norme de soins. Ça a sauvé beaucoup de vies, dit Nicolas modestement. Particulièrement des enfants avec des tumeurs cérébrales. On peut cartographier les zones critiques beaucoup plus précisément maintenant, ce qui signifie qu'on peut retirer plus de la tumeur tout en préservant les fonctions. Il est modeste, dis-je. La technique de Nicolas a révolutionné la neurochirurgie pédiatrique. Il a été nominé pour 3 prix majeurs rien que cette année. La technique chirurgicale de Camille a sauvé plus de vies que la mienne, répliqua-t-il. Sa correction pour le syndrome du cœur gauche hypoplasique a un taux de réussite de 98%. La norme précédente était de 73%. Nous sommes tous les deux d'excellents chirurgiens, dis-je. Et nous sommes compétitifs à ce sujet. Très compétitifs, approuva-t-il en souriant. Notre département a une rivalité amicale avec le sien. On parie sur les résultats chirurgicaux. On parie des réservations de dîner, corrigeai-je. Le mois dernier, Nicolas a perdu 3 fois. J'ai fait d'excellents repas. Ce mois-ci est pour moi, dit-il. Je mène 2-1. La plaisanterie facile entre nous, l'affection évidente, la façon dont nous finissions les phrases de l'autre. Il était clair pour tous ceux qui regardaient que c'était un vrai mariage, solide. Comment n'avons-nous pas su, demanda encore maman. Comment n'ai-je pas su que ma fille était mariée ? Avait des enfants ? Tu ne nous as jamais rendu visite. Je n'ai jamais demandé à le faire, dis-je. Quand tu appelais, tu demandais des nouvelles du travail. Je te parlais d'opérations, de recherche, de publications. Tu écoutais poliment et puis tu demandais si je fréquentais quelqu'un. Je disais que j'étais occupée. Tu soupirais et changeais de sujet. Mais les réseaux sociaux, dit tante Dominique, sûrement tu as posté sur ton mariage, tes enfants.
Je n'utilise pas les réseaux sociaux, dis-je. Jamais fait. Trop de soucis de confidentialité avec mes patients. Et Nicolas non plus. Même raison. Tes collègues ont dû le mentionner, dit Sophie désespérément, cherchant quelqu'un à blâmer. Quelqu'un qu'on connaît doit travailler avec toi. Probablement, convins-je. Mais j'utilise mon nom d'épouse au travail. Docteur Camille Chen. Ma famille me connaît comme Docteur Dupont. Le lien n'est pas évident à moins de chercher activement. Docteur Chen, répéta papa. Tu as changé de nom. Oui, confirmai-je. Je voulais partager un nom avec mon mari et mes enfants. Ça semblait important. Nous avons donné les 2 noms aux enfants, ajouta Nicolas. Emma Chen Dupont, Léo Chen Dupont, Louise Chen Dupont. Nous pensions que cela honorait les 2 familles. Même si une famille ne les a jamais rencontrés, dis-je, l'accusation silencieuse impossible à manquer. Ça change aujourd'hui, dit maman fermement. Là, tout de suite, je veux tout savoir, chaque détail. Commence par le début. Alors, je l'ai fait. Je leur ai raconté ma rencontre avec Nicolas à la cafétéria de l'hôpital pendant l'internat, notre premier rendez-vous, une pause café de 20 minutes entre 2 chirurgies, comment nous sommes tombés amoureux alors que nous étions épuisés, en manque de sommeil et complètement absorbés par notre formation médicale. Nicolas intervint avec des histoires sur notre mariage, sur la découverte que nous attendions des jumeaux, sur le chaos de gérer 2 carrières chirurgicales et 2 nouveau-nés. Emma et Léo ajoutèrent leurs propres commentaires, racontant des histoires sur leurs parents de leur point de vue, comment papa faisait des voix drôles en lisant les histoires du soir, comment maman les laissait aider à faire des crêpes le week-end, les voyages en famille à la mer et aux eaux. Louise se réveilla et eut besoin de téter, alors je m'excusai brièvement pendant que Maria l'emmenait dans la salle d'allaitement privée du restaurant. Quand je revins, Nicolas avait Emma sur ses genoux et expliquait à mon père comment fonctionnaient les voies neuronales en utilisant des sachets de sucre comme accessoire. Tes enfants sont brillants, dit papa, regardant Léo compter ses nuggets de poulet en utilisant des maths avancées pour un enfant de 5 ans. Ce sont des enfants normaux, dis-je. Intelligents, oui, mais surtout aimés et ayant des opportunités d'apprendre. Veulent-ils être médecins, demanda tante Béatrice. Emma veut être vétérinaire, dis-je. Léo veut conduire des trains. Louise est trop jeune pour avoir des opinions au-delà du lait maintenant, s'il vous plaît, point. Nous soutenons tout ce qu'ils veulent être, dit Nicolas. Tant qu'ils sont passionnés et travaillent dur. De bonnes valeurs, observa oncle Gérard. Vous les élevez bien. On essaie, dis-je. Quoique, redemandez-nous à l'adolescence. On pourrait échouer spectaculairement d'ici là. Vous n'échouerez pas, dit maman avec certitude. Vous êtes des parents merveilleux. Je peux le voir même en juste 1 heure. C'est en trop tard pour le voir, marmonna Sophie. Mieux vaut tard que jamais, dis-je, me surprenant à le penser vraiment. On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir ce qui se passe ensuite. Ce qui se passe ensuite, dit maman, c'est que j'apprends à connaître mes petits-enfants et mon gendre et la vraie vie de ma fille au lieu de celle imaginaire que j'ai créée. J'aimerais ça, dis-je. Moi aussi, ajouta papa. Bien que j'ai une question. Oui. Pourquoi nous le dire maintenant? Pourquoi ne pas continuer à nous laisser croire que tu étais célibataire? Je jetai un coup d'œil à Nicolas qui hocha la tête de manière encourageante. Parce que le baptême de Louise est le mois prochain, dis-je. Nous faisons une cérémonie à notre église. La famille de Nicolas sera toute là. Ses parents, ses 3 frères et sœurs, 14 cousins, d'innombrables membres de la famille élargie. Et j'ai réalisé que je voulais ma famille là aussi. Même si cela signifiait d'avoir cette conversation, même si cela signifiait confronter toutes vos suppositions. Nous serons là, dit maman immédiatement. Nous serons absolument là. Tous, ajouta Sophie, je veux dire, si on est invité. Vous êtes invités, dis-je. Vous tous. Les enfants devraient connaître leurs cousins, devraient avoir des déjeuners du dimanche avec leurs grands-parents, devraient grandir en connaissant leur famille. Même si nous avons été terribles, demanda Maxime doucement. Même si, confirmai-je. La famille ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être présent, d'essayer. De grandir.
Sage parole, observa Nicolas, de la part de quelqu'un qui fait régulièrement la leçon aux internes sur l'importance d'apprendre de ses erreurs. Je suis une excellente conférencière, dis-je. La meilleure, approuva-t-il en embrassant ma tempe. Emma plissa le nez à nouveau. Tant de bisous. Habitue-toi, lui dit Léo. Ils s'embrassent tout le temps à la maison aussi. C'est dégoûtant, déclara-t-elle. C'est l'amour, corrigeai-je. Un jour, tu comprendras. Le déjeuner s'étira encore 2 heures. Ma famille posa des questions, de vraies questions sur ma vie, mon travail, mes enfants. Nicolas charma tout le monde avec des histoires et des explications médicales. Emma et Léo se rapprochèrent de leurs grands-parents, surtout quand papa commença à faire des tours de magie avec sa serviette. Au moment où nous partions, maman avait fait des plans pour faire du babysitting le week-end suivant. Sophie avait demandé mon avis sur une question médicale concernant sa grossesse. Maxime voulait savoir si je prendrais la parole au séminaire santé et bien-être de son entreprise. Ils essayaient vraiment de me connaître au lieu de projeter leurs suppositions. Alors que nous marchions vers nos voitures, Nicolas tenant Emma tandis que je portais Louise et que Léo tenait ma main, papa nous rattrapa. Camille, dit-il, je te dois des excuses. Des excuses massives. C'est vrai, convins-je. Pendant 7 ans, j'ai eu pitié de toi. Je pensais que tu gâchais ta vie. Et tu construisais cette belle famille tout en sauvant la vie d'enfants et en faisant avancer la science médicale. Tu es extraordinaire. Et j'étais trop aveugle pour le voir. Tu n'étais pas aveugle, dis-je. Tu cherchais juste autre chose. Tu cherchais la fille que tu imaginais au lieu de celle que je suis réellement. Puis-je apprendre à connaître la vraie, demanda-t-il. À partir de maintenant. Oui, dis-je. Mais ça doit être réel, papa. Pas juste t'impressionner avec des réussites, pas juste des déjeuners du dimanche où nous jouons tous au bonheur. Une vraie relation, un vrai intérêt, de vrais efforts. Je peux faire ça, promit-il. Alors oui, dis-je, tu peux me connaître, la vraie moi. Il me serra alors dans ses bras, faisant attention à ne pas écraser bébé Louise entre nous. Je t'aime, dit-il. J'aurais dû le dire plus. J'aurais dû mieux le montrer. Tu peux le montrer maintenant, dis-je, en étant présent pour tes petits-enfants, en étant le grand-père qu'ils méritent. Je le ferai, promit-il. Je le ferai absolument. Nous sommes rentrés chez nous dans notre monospace. Pratique, pas glamour, parfait pour 3 sièges auto et une semaine de fournitures médicales et d'affaires d'enfants. Ça s'est bien passé, observa Nicolas. Mieux que prévu, convins-je. Ta sœur avait l'air d'avoir été percutée par un camion. Elle s'en remettra, dis-je. Sophie est résiliente. Tu penses qu'ils vont vraiment changer? Peut-être, dis-je. Ou peut-être qu'ils vont juste ajuster leur récit. Quoi qu'il en soit, nos enfants apprennent à connaître leurs grands-parents. Ça compte plus que le fait que ma famille me comprenne totalement. Tu es généreuse, dit-il. Je suis pragmatique, corrigeai-je. Garder rancune prend de l'énergie que je préfère dépenser pour la chirurgie et nos enfants. Sage et belle, dit-il, se penchant pour presser ma main. Bisous, cria Emma depuis le siège arrière. On ne s'embrasse même pas, protestai-je. Mais vous y pensez, dit-elle. Je le vois. Nicolas rit. C'est ta fille. Effrayante de perspicacité. Notre fille, corrigeai-je. Et oui, elle me terrifie parfois. Nous sommes entrés dans notre allée, une maison modeste dans un bon quartier scolaire. Rien de chic, juste un foyer. Notre foyer rempli de jouets, de revues médicales, d'amour, de chaos et de tout ce qui rendait la vie digne d'être vécue. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis et que Nicolas examinait des scanners pour l'opération du lendemain, je me suis assise dans notre chambre en regardant les photos du déjeuner. Maman tenant Louise. Papa faisant des tours de magie pour les jumeaux. Sophie l'air choquée mais essayant de sourire. 7 ans de suppositions brisées en un seul après-midi. Je me demandais s'ils changeraient vraiment ou si c'était juste une brève interruption dans leur récit préféré. Mais quoi qu'il en soit, j'avais ce qui comptait. Un mari qui m'aimait. Des enfants en bonne santé et heureux.
Une carrière qui sauvait des vies et faisait avancer la médecine. Une vie que j'avais construite selon mes propres termes. Et si ma famille voulait enfin faire partie de cette vie, eh bien, il y avait toujours de la place pour une personne de plus au